Bonjour et bienvenue sur Philosophiae pour cette quatrième partie. Mes remerciements à tous ceux qui m'ont fait l'honneur de regarder, de liker, et plus encore de s'abonner à ma modeste et toute jeune chaîne YouTube. Donc vous avez visiblement perçu un peu de valeur dans mon travail, ça me donne envie de bien faire, même si je l'avoue, le sujet que j'aborde ici est difficile et mériterait un travail hyper soutenu. Et bon, je cale un petit peu. Mais vous l'avez compris, c'est un travail exploratoire, de défrichage, auquel vous pourriez ajouter à bon nombre de mes affirmations, toujours le sous réserve d'analyse plus approfondie. Donc l'objectif fondamental est d'attirer l'attention sur ce courant et son importance. Ce courant, c'est le freudomarxisme, comme si une certaine forme de freudomarxisme avait emporté la bataille culturelle, ce que je crois percevoir. Bien. Petit moment semi-dogmatique à présent pour donner un peu le ton de l'atmosphère philosophique de cette vidéo. Je précise que l'éducation et l'instruction n'ont pas pour moi vocation à l'infantilisation et à l'entretien des illusions, mais doivent dessiller les yeux et nous permettre de regarder le réel en face, en ne s'interdisant pas d'hypothèses, et en n'interdisant pas non plus leur réfutation, évidemment, bien entendu, in science we trust. Donc, moment un peu semi-dogmatique où je vais cadrer les choses. Semi-dogmatique au sens où je vais me permettre d'affirmer peut-être un peu plus fortement certaines choses. Et disant cela, je constate mes scrupules, je ressens que c'est douloureux, et en y réfléchissant un peu par rapport au titre du livre de Fromm, ce que je ressens en fait, c'est la peur de la liberté d'expression en fait. Mon surmoi a enregistré que c'est mal de dire ces choses. C'est mal de dire ce qu'on croit être le réel. Quand j'y pense, c'est assez dingue. Car la liberté d'expression, c'est pourtant la matière du professeur de philosophie, sans quoi il ne peut enseigner. Et je constate le niveau de censure que je me suis appliqué depuis si longtemps. C'est dire combien j'ai enregistré dans mon surmoi le terrorisme intellectuel ambiant, toute la succession d'anathèmes diverses que l'on peut subir, dès qu'on s'oppose à l'idéologie qu'on pourrait appeler mainstream, c'est bien de lui donner un nom anglais. Et qu'il est plus grave de mal penser que d'agresser ou voler quelqu'un, en termes de réputation. N'est-ce pas? Donc voilà ce que je pense de la liberté d'expression en France, et sûrement en Occident. Elle est peut-être légalement élevée, quoique des délits d'opinion existent, mais elle est de fait très faible et intériorisée comme étant dangereuse, je trouve. Et je ne comprends même pas que ce pays garde encore des professeurs de philosophie, tant, j'estime, qu'ils n'aiment pas la pensée et la contradiction. La seule contradiction qu'ils tolèrent, c'est celle qui permet de discréditer certaines idées en les amalgamant, et là l'amalgame il est autorisé, encouragé, c'est étonnant, en les amalgamant donc aux extrêmes. Je trouve que la structure idéologique médiatique en France est depuis trop longtemps dans un état de vassalisation ahurissant, opéré par des sophistes de la pire espèce, usant de procédés indécents de malhonnêteté, mais suffisants pour intimider. Même les universitaires y ont droit. C'est absolument inacceptable. Que le gouvernement ne défende même pas ses universitaires, c'est aussi inacceptable. Mais c'est là encore et toujours l'expression, à mes yeux, de l'inquiétante incurie de l'État, et probablement l'expression triste de sa vassalisation à lui aussi, ce qui pour moi ne fait guère de doute. Donc, on ne peut faire comme si la fabrication du consentement, l'ingénierie sociale et la guerre cognitive et culturelle n'existaient pas. Je crois que nous vivons avec, que nous nous sommes plus ou moins bien acclimatés, comme si ces choses étaient normales et faisaient partie du développement naturel de nos sociétés. Mais il est à envisager, en espérant que cela soit réfuté, mais à envisager tout de même que le monde soit bien plus ténébreux qu'on veuille bien nous faire croire. Alors question automatique, est-ce votre serviteur qui projette sa mauvaise psychologie sur le monde? Ou bien au contraire, la plupart de nos honnêtes concitoyens, bien sous tout rapport, qui projettent leur gentillesse sur le monde? N'avons-nous vraiment plus besoin d'esprit critique? Je crois qu'au contraire, on n'en a jamais eu autant besoin. Et comme donc une grande partie de nos jeunes ont été bien éduqués à croire que l'Occident c'est le progrès et que le mal ne peut exister qu'hors des frontières de l'Occident, et que toute philosophie s'opposant à cette idée saine, c'est de la psychopathologie, eh bien il nous faut insister sur ce point et y répondre. Et donc, afin de nous faire sortir de la caverne idéologique dans laquelle on veut nous enfermer, je vous propose un Platon d'un nouveau genre. Mobilisons donc un auteur d'utilité publique,
auteur qui aussi donne raison à Fromm et à sa critique non pas conspirationniste mais lucide de l'état du monde. Cet auteur, c'est Edward Bernays, dont j'avais appris l'existence sur France Inter, hein, à l'époque, avec Daniel Mermet, à l'époque de La base si j'y suis. Je commence en lisant un article de Sandrine Aumercier, vous l'avez en ligne, de la revue du MOS, hein, et je mettrai le lien en description si cela vous intéresse. Elle écrit « L'architecture de la propagande repose sur ceux que Edward Bernays appelle les leaders de groupe. Hein. Aujourd'hui, on parle de leaders d'opinion. Véritable relais de l'opinion publique, sans eux, aucune idée n'aurait une chance de succès. Nous entrons dans un monde étrange. Tout ce que nous tenons pour des idéaux élevés, ce que le kantisme nous habitue à considérer comme des buts en soi, se met à danser sous l'orchestration du propagandiste. Les objets s'animent sous des ficelles invisibles. Les idées font ricocher vers un but lointain et savamment conçu. Les appels humanitaires ou féministes, les messages de santé publique entrent dans la même danse. Les consommateurs sont dépeints comme des pantins dociles, et le vendeur à la merci de la tendance du moment. Ils ne font évidemment que s'adapter aux désirs du consommateur roi, bien entendu. La propagande est ainsi consubstantielle à la détermination d'une élite de se réapproprier la souveraineté populaire. Walter Lippmann déclarait déjà en 1922 dans Public Opinion que le gouvernement représentatif requiert un corps indépendant et supragouvernemental de professionnels chargés de traduire les faits sociaux auprès des décisionnaires. Bon, on devrait ajouter aussi le mouvement inverse, hein. Obtenir les faits sociaux favorables aux décisionnaires. L'application d'un tel principe est devenue commune aujourd'hui. Dès l'année suivante, Edward Bernays reprend et formule dans Crystallizing Public Opinion les mêmes idées que Lippmann. Et voilà, nous dit cela, page 463. Bon, je mentionne certains de ses nombreux livres. Il est l'inventeur du mot de relations publiques, qui remplace habilement le mot de propagande. On déduit le genre de relations malheureuses dont il s'agit. Et vous voyez aussi le rôle que pourraient jouer les universités. Il serait intéressant de se procurer l'ouvrage, pour constater si le respect de la science a une chance de survivre ou doit être aussi colonisé par les commanditaires de nos experts en relations publiques. Je crois que la réponse est oui, car de mémoire, j'avais lu Propaganda, et Bernays parlait d'acheter des revues scientifiques pour mieux vendre des produits. Vous observez aussi le titre « Engineering of Consent ». Alors on traduit en général par « fabrique du consentement », mais cela rentre pleinement dans la vision large de l'ingénierie sociale, hein. Ce qui me fait penser d'ailleurs que parfois je m'agace un peu, de manière légitime ou pas, contre certains excès de la construction sociale de tout, de cette partie du culturalisme qu'on pourrait appeler le panculturalisme, hein, puisqu'il veut tout expliquer par la culture, de manière qu'on a tendance à penser un peu abusive, jusqu'à preuve du contraire, et qui semble avoir un grave problème avec le réel. Mais au fond, ne peut-on pas retraduire par l'idée qu'il y a une volonté d'ingénierie sociale de toutes nos représentations, plutôt. Dit autrement que l'idée se présentant comme descriptive du réel, et soulignant que tout est culturel et construit, que cela signifierait en fait véritablement qu'il y a une volonté plutôt prescriptive, signifiant que tout doit désormais être culturellement construit. Je trouve que l'idée est intéressante. Bien, donc Bernays, lui, donne d'emblée le ton. Et cet auteur, au passage, peut intéresser les féministes, hein, avec son expression de « The Torch of Freedom ». Il y aurait à méditer sur l'utilisation des femmes comme objet du marketing. Donc, citons un peu Edward Bernays. Il écrit « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » Plus loin, deuxième citation que je vous propose, « La propagande ne cessera jamais d'exister. Les esprits intellectuels doivent comprendre qu'elle leur offre l'outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives, pour créer de l'ordre à partir du chaos. » Alors voilà une étrange expression. Ça fait un peu management ou conduite du changement, vous voyez, genre on crée le désordre, on crée le problème, et puis hop, ça alors, on a une solution dans les tuyaux là. Autre citation, « Les masses promettaient de devenir souveraines. Aujourd'hui toutefois une réaction s'est amorcée. La minorité a découvert une aide puissante dans le fait d'influencer la majorité. Il a été rendu possible de mouler l'opinion des masses de telle façon qu'elles jettent leurs forces nouvellement obtenues dans la direction désirée. » Ça fait penser à l'idée, les médias font l'élection. Ces citations donc, avant de poursuivre notre analyse, pour prouver que cette façon de penser est présente depuis longtemps, c'est un fait. Elle intéresse à juste titre tous les stratèges du pouvoir, public comme privé, et que dès lors, il est, me semble-t-il, raisonnable de ne pas exclure ces idées au nom du fait qu'elles relèveraient du mal et du vice. Il en va de l'autodéfense intellectuelle,
et de la souveraineté de tous les individus et de tous les peuples de la planète, ce qui est donc d'une haute importance. Bien, maintenant que j'ai un peu cadré les choses, et j'espère vous avoir convaincu que voilà, il y a des idées qui sont audibles, je reprends sur Fromm, avec son article de 1936, des études sur l'autorité et la famille, qui a été généreusement traduit par Thierry Simonelli, que je remercie, qu'on remercie au passage. Donc on revient sur la question de l'autorité. Dans cet intéressant article, Fromm nous apporte des idées fondamentales pour mieux comprendre son raisonnement. Mais je lis aussi dans le Que sais-je de Paul-Laurent Assoun, sur l'école de Francfort, à la page 16, que, participant aux études sur l'autorité de 1936, du point de vue psychologique, il écrit son dernier article pour la revue de l'Institut en 1937 et cesse ses rapports avec l'Institut en 1939, avant d'affirmer son indépendance théorique dans La peur de la liberté en 1941. Donc il faudrait être capable de détecter ce qui a fondamentalement changé entre ces deux moments. Mais c'est vrai que je le dis au passage, autant j'ai des doutes et des inquiétudes par rapport à certains courants du freudo-marxisme, autant quand je lis Fromm, je suis rassuré. Il me semble être, à mon niveau de connaissance, un freudo-marxisme légitime, juste, moral. Donc, dans cet article disponible en ligne, il est d'abord affirmé l'importance de l'objet autorité. Et Fromm nous dit que le trait le plus apparent du caractère de beaucoup de personnes est leur rapport à l'autorité. Soit elles ne sont vraiment heureuses que quand elles peuvent se soumettre et obéir à une autorité, et ceci d'autant plus que cette dernière est sévère et brutale, soit qu'elles s'insurgent et se comportent de manière entêtée quand elles ont à suivre une quelconque instruction, même s'il s'agissait de l'instruction la plus raisonnable et la plus pertinente pour elles-mêmes. Donc notre époque semble relever de la deuxième partie, me semble-t-il. Des précisions sur l'appareil psychique et le surmoi et l'identification en relation avec Freud sont apportées, et on trouve, page 146, le point suivant. Les autorités, dit Fromm, en tant que représentants de la violence extérieure, sont intériorisées, et l'individu ne consent plus seulement à leurs ordres et interdits en raison de la crainte extérieure, mais par la crainte de l'instance psychique interne qu'il a érigée en lui-même. Cette instance interne est le surmoi, et il ne peut être séparé, ce surmoi, de la question de l'autorité. Plus loin, on lit « Le surmoi est constamment projeté sur les porteurs de l'autorité régnant dans la société. En d'autres termes, l'individu habille les autorités factuelles des propriétés de son propre surmoi. Par ce type de projection du surmoi sur les autorités, ces dernières sont largement soustraites à la critique rationnelle. Ils croient en leur moralité, leur sagesse, leur force, dans une mesure largement indépendante de leur manifestation réelle, nous dit-il, page 147. Le surmoi est donc bien un produit social, susceptible d'être façonné par la culture et orienté par le pouvoir. Comme le pouvoir a avantage à avoir de la légitimité, il a avantage à être intériorisé et obtenir de ce fait un consentement automatique, quasi instinctif. Fromm précise encore, comme l'instance du surmoi naît lors de les toutes premières années de l'enfant, conditionnée par la peur devant le père et le désir simultané d'être aimé par lui, la famille s'avère constituer une aide importante pour l'établissement de la faculté tardive de l'adulte de croire aux autorités et de s'y assujettir. Cela me fait penser de mémoire aussi au livre de Mendel, de l'histoire de l'autorité, qui associe lui aussi l'autorité au sentiment abandonnique. Je crois que c'est son expression. Donc on obéit d'autant plus en tant qu'enfant par la peur qu'on nous retire protection et amour. On lit dans la même veine, toujours de Fromm, un peu plus loin, que le caractère émotionnel constitue le trait décisif du rapport du moi au surmoi et de l'individu aux autorités. L'homme veut se sentir aimé aussi bien par son surmoi que par l'autorité. Il craint leur animosité et satisfait son amour-propre en plaisant à son surmoi et aux autorités auxquelles il s'identifie. La socialisation ou débiologisation du surmoi de Freud s'affirme encore par la suite, c'est typique du freudo-marxisme. L'autorité même du père de famille se fonde en dernier lieu dans la structure de l'autorité de l'ensemble de la société. Bien que face à l'enfant, le père soit chronologiquement parlant le premier médiateur de l'autorité sociale, il n'en est pas pour autant le modèle du point de vue du contenu, mais le décalque. La société prime, et j'aurais volontiers le réflexe de parler d'une forme de holisme psychologique, avec cette idée que la psychologie individuelle, dans le cas du surmoi, vient d'en haut de la société qui détermine l'individu. En effet, le contenu des pulsions à refouler, dit Fromm, dépend de conditions sociales. Les impulsions dont la réalisation serait incompatible avec le fonctionnement d'une société déterminée sont tabouisées et soumises au refoulement. Or, pour notre savant,
L'individu paye en quelque sorte son alliance avec l'autorité et le surmoi, au prix de son autonomie et de sa souveraineté, dit-il, page 158. Ajoutant que, tandis que le moi faible doit se développer sous la protection du surmoi, le moi fort est de plus en plus capable d'assumer la tâche de la défense pulsionnelle dans l'aide des rapports émotionnels au surmoi et à l'autorité. Dès lors, aussi longtemps que le moi de l'enfant reste faible et peu développé, il nécessite, à côté de la peur réelle, l'aide émotionnelle du surmoi et de l'autorité pour la défense pulsionnelle, c'est-à-dire pour maîtriser ses pulsions. Dans la mesure où le moi se renforce, l'importance de ces instances peut être réduite. Et cela me donne envie de placer Kant. Kant qui nous dit dans la critique de la raison pure, la colombe légère qui, dans son libre vol, fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle volerait bien mieux encore dans le vide. Ce qui n'est pourtant pas le cas. Et bien de même, j'ai envie de dire, inspiré par Fromm, qu'il n'est pas impossible que les autorités premières, aussi frustrantes que l'air et le vent dont pourrait se plaindre la colombe, eh bien, ces autorités premières permettent à l'enfant de se déployer, de s'identifier transitoirement à certains modèles et les dépasser ensuite. Autorités sans lesquelles il tomberait, peut-être, dans le vide de cette vaine neutralité qu'est le néant. Il faut bien avoir quelque chose à dépasser en face de soi. Cela étant dit, j'en profite par avance pour dissiper un problème qui me semble fondamental ici, en indiquant dans la vidéo précédente que c'est en tant que professeur que je m'inquiétais d'une toxique inversion autoritaire. Vous pourriez estimer, comme on vous y invite médiatiquement ou journalistiquement, que je suis réactionnaire pour une éducation à l'ancienne, un retour à l'ordre, et pourquoi pas le système politique qui va avec. Et je persiste, je pense que cette inversion autoritaire, fruit naturel d'une forme d'ingénierie ou d'influence freudo-marxiste ou autre, eh bien je pense qu'elle est maltraitante. Elle est maltraitante pour les professeurs en sabotant leur travail, leur autorité aussi, et pour les jeunes aussi en les maintenant dans l'infantile. La thèse, s'inquiétant du laxisme et de la destruction pathologique des autorités, me semble valide. Et pourtant, la deuxième thèse insistant au contraire sur l'idée d'une société complètement autoritaire avec son mépris du peuple, de son consentement, son puritanisme délirant, son surinvestissement du langage associé à son désinvestissement du réel, ses interdictions, son harcèlement, ce culte du contrôle de tout, me semble elle aussi, enfin le recul des libertés aussi, eh bien c'est tout à fait réel et légitime. Je pense qu'à titre de dépassement ou de synthèse de ces deux thèses légitimes, nous pouvons proposer l'idée simple suivante. Il faut arrêter de traiter démocratiquement les enfants comme s'ils étaient des adultes, mais aussi arrêter de traiter les adultes autoritairement comme s'ils étaient des enfants. Je dis cela car Fromm montre bien que l'autorité est nécessaire quand le moi est faible, comme appui temporaire, et qu'une fois que le moi se fortifie, cette autorité n'est plus nécessaire, c'est une autorité transitoire. Je proposerai bien l'idée donc d'une éducation autoricare, pour reprendre le mot anglais care, une autorité qui prend soin, pour parler de cette autorité d'appui, pour être une autorité posée, pour être dépassée une fois adulte. Et je propose cela afin de revaloriser cette autorité que toute une époque et toute une culture a pris un soin d'extrême droitiser, pour ne pas dire plus. Or, l'idée d'une autorité extérieure intériorisée, permettant ensuite une autorité sur soi et ses pulsions, ça fait penser au surmoi. Et c'est pas une instance psychique, pathologique par nature, mais elle est nécessaire à la vie sociale, que je sache. Donc voilà, croyez bien que je désire plus des référendums d'initiative citoyenne, comme je l'exprime dans la vidéo sur la faut-il aller voter, qu'un retour à l'autorité monarchique. Et que ce qui me semble bon dans l'espace éducatif n'est pas à étendre sans changement à l'espace des adultes. Donc dit simplement, on peut le penser, un type de communication, un type de psychologie, style d'éducation, globalement adapté aux enfants, d'autres adaptés aux adolescents et d'autres aux adultes. Et la confusion des catégories est susceptible de poser de gros problèmes. La cohérence interne de tous ces différents styles ne suffit pas. Alors sont en tout cas mes intuitions intellectuelles, que j'ai induites de mon expérience, un peu de cette tératologie éducative française, qui avait pourtant tout pour exceller. L'éducation nationale, c'est un peu mieux que DF quand même, on va rester positif. Je passe donc, comme promis, à Abraham Kardiner. Kardiner théorise la personnalité de base à partir des premiers matériaux empiriques fournis par Linton, dont on a parlé, et les introduit dans son ouvrage, que j'ai lu, qui est très dense, très intéressant, The Individual and the Society, The Psychodynamics of Primitive Social Organization, en 1939, et que nous, en français, on a traduit par L'individu dans sa société, essai d'anthropologie psychanalytique,
Le titre est pas mal aussi. Bon, comment l'auteur définit la personnalité de base ? Eh bien, il entend l'ensemble des instruments d'adaptation qu'un individu partage avec tous les autres dans une société donnée. Sous cette rubrique générale, nous pouvons inclure les techniques de pensée, l'attitude envers les objets, le système de sécurité et le surmoi. Cette personnalité de base fournit certes une manière d'être, mais encore un véritable rapport au monde, trompeusement perçu comme étant tout à fait naturel. De façon plus détaillée, Gardiner explique de la manière suivante le rôle et la place de son concept. Certaines des constellations de la personnalité de base, dit-il, dérivaient des relations causales établies par la discipline. Importance de la discipline, importance de l'objet autorité, encore. D'autres dérivaient de frustrations persistantes imposées par des objets. La femme, par exemple, la présence de femmes, le sexe ratio même en marquise, ou par le monde extérieur, attitude à l'égard des réserves de nourriture. Il propose des schémas très intéressants dans le livre aussi. Dans les deux cas, l'institution semblait dériver de la constellation créée chez l'individu par une expérience frustratrice vécue. La somme de toutes ces constellations constitue la personnalité de base. Toujours cette idée de... On a une situation matérielle par rapport aux femmes, situation matérielle par rapport à la nourriture. Ce sont des éléments qui jouent dans la construction de la personnalité de base, puisque ce sont des éléments qui jouent sur les divers niveaux de frustration. C'est grâce à nos connaissances en psychopathologie que nous avons pu dériver ces constellations d'expériences frustrantes, et nous avons constaté qu'il était toujours possible de les réduire à des types d'expériences très simples, dont beaucoup sont vérifiables dans l'observation courante. Et vous voyez l'idée, après, ce sera de faire le lien entre ces frustrations et la production de l'idéologie culturelle sur ce socle. Sa distinction entre institutions primaires et secondaires s'articule autour de la personnalité de base qui tient une position intermédiaire. La personnalité de base se situe à mi-chemin entre les institutions primaires et les institutions secondaires. Et tous les changements dans l'institution primaire s'accompagnent de changements dans l'institution secondaire. Il écrit « Le groupe d'institutions dites primaires exerce obligatoirement un certain effet sur la structure de la personnalité de base de l'individu qui s'y trouve soumis. Effet qui s'est avéré cumulatif et effectif dans l'ordre où l'individu était contraint de s'y adapter. Ces institutions primaires, constituant pour lui des données à la création desquelles il ne participe pas, il lui faut s'y adapter d'une façon ou d'une autre. Les diverses constellations créées par cette nécessité d'adaptation finissent par faire partie de ces instruments fonctionnels effectifs d'adaptation, et de ce fait par s'intégrer à son sens de la réalité, page 299. Dans les institutions primaires, l'auteur place la famille, le nous, les disciplines de base, l'alimentation et le sevrage des nourrissons, la forme que revêtent les soins donnés ou refusés aux enfants, l'éducation anale et les tabous sexuels d'objets ou de buts, les techniques de subsistance, etc. De l'autre côté, parmi les institutions secondaires, figurent les systèmes de tabous, la religion, le rituel, le folklore et les techniques de pensée. Le livre de Gardiner, il est très riche et subtil. Je l'ai trouvé que c'était un auteur impressionnant de finesse et qui défriche tout un champ de la pensée très intéressant. On pourrait rajouter plein de choses et plein de schémas assez complexes, mais je passe. En tout cas, j'ai pris plaisir à lire cet ouvrage. Je tiens à mentionner qu'à la même époque, on a aussi un monsieur célèbre, Georges Devereux, qui est absolument brillant, qui écrivait dans son essai d'ethnopsychiatrie générale, apparemment l'article est de 1939, une théorie sociologique de la schizophrénie, et il revient un peu sur cet infantilisme, cette infantilisation de la société, et nous apporte par contraste l'idée suivante. L'une des caractéristiques les plus importantes de la vie primitive est l'absence de ce refus de grandir, si commun dans notre société. Déjà en 1939, on imagine aujourd'hui. Et on apprend si bien à l'enfant à être un enfant qu'il a beaucoup de mal à cesser d'en être un. La puérilité est artificiellement prolongée par les parents trop tendres ou trop tyranniques, qui les uns comme les autres redoutent de voir leur bébé grandir. Enfin, pour encourager le prolongement de la puérilité au-delà de sa durée normale, on dépeint systématiquement la vie adulte comme n'étant que peine et labeur acharné, et l'enfance comme un âge d'or. Je tenais à le mentionner, voilà qui est intéressant et aurait aussi beaucoup de choses à dire, mais je connais assez mal son travail. Je tiens maintenant à passer sur Adorno, qui est un personnage important, qui a écrit beaucoup de choses, qui a une pensée complexe, et je commencerai par la dialectique de la raison, le travail qu'il a fait en 1944, on poursuit l'ordre chronologique, on choisit certains auteurs, pas tous, avec donc la dialectique de la raison, c'est en fait la dialectique des Lumières, of Clarung. Donc,
J'ai indiqué dans une précédente vidéo que le courant de l'école de Francfort me paraissait être un peu ambivalent et intrigant, et c'est parce que j'y trouve des choses que je juge très bonnes, très critiques, allant dans le sens de l'émancipation, et d'autres que je trouve plus douteuses ou surprenantes, donc il faut que j'arrive à un peu mieux comprendre cette école. Et une des thèses les plus problématiques est cette idée selon laquelle la raison est totalitaire. Alors en effet, j'ai un a priori craintif face à de telles affirmations. Je me dis, non mais d'accord, c'est une école, ça veut déconstruire l'autorité, et tant qu'à faire la raison dans la foulée, ce sont des choses qui m'inquiètent un petit peu. Lorsque je vois telle chose, j'ai un réflexe un peu immunitaire, je me dis, mais c'est un virus mental, c'est pas possible. C'est une philosophie qui ne peut être qu'affaiblissante à ceux qui s'y adonnent. Et je vois déjà la critique de la philosophie de Hegel et du systématisme, avec des idées délirantes à mes yeux, du genre celui qui veut réduire le monde par sa pensée est un esprit totalitaire. Bon, je trouve ces idées complètement inadaptées. Comme si le réductionnisme en épistémologie et en philosophie engendrait ou était nécessairement associé à un totalitarisme en politique et en morale, ça me semble un peu court, mais si tel est le cas, il faudrait les études psychologiques nous disant bon, il y a peut-être une corrélation, je ne sais pas. J'observe ainsi un douteux encore transfert de culpabilité sur la raison, et une critique tellement mal ciblée qu'elle en devient inopérante. Si vous dites le problème c'est la raison, le dossier va être compliqué pour arranger les choses, surtout si vous ne pouvez pas utiliser la raison pour arranger les choses. Donc on peut aussi se dire que, ensuite, dans la foulée, la science est totalitaire, et puis l'idée que le réel aussi, la vérité aussi est totalitaire, ce sont des idées qu'on entend, par rapport à nos désirs et notre imaginaire en effet. Alors je peux comprendre une critique artiste sur la raison, car l'artiste ne prétend pas nécessairement de comprendre le monde, mais de la part de théoriciens, la chose est douteuse, ou en tout cas elle pose question. En effet, comment dépasser la raison? Si la raison est totalitaire, comment on fait pour la dépasser? L'imagination, le désir, la rêverie, oui d'accord, mais artistiquement oui, mais pour une société, c'est peut-être un peu douteux. Donc on ne voit donc pas trop ce que pourraient nous offrir les auteurs, si ce n'est un certain romantisme mystique. Je ne crois pas qu'avec ces choses-là, on identifie et on règle les problèmes et on fait avancer la société, vous comprenez bien. Mais bon, ce sont là des associations dues à l'esprit du temps et mon expérience d'idées qui circulent parfois. Fort heureusement, la thèse, quoique un peu claire, un peu ambiguë et pas assez directe, explicite à mes yeux, est différente. Ce n'est pas la raison en tant que telle, ou on dirait constituante chez Lalande, mais un état de la raison, donc raison constituée, pour reprendre Lalande, qui pose problème. Lalande du vocabulaire de philosophie. Même si je maintiens que je crois que l'ambiguïté persiste. Donc dans cet ouvrage, les auteurs parlent de l'autodestruction de la raison, page 14, que cette dernière vit un moment de régression, page 15, car le pensée aveuglement pragmatisé perd son caractère transcendant, ajoutant une énigmatique idée selon laquelle la dite raison serait paralysée par la crainte que lui inspire la vérité. Ainsi, cette raison totalitaire serait plutôt cette raison pragmatique et instrumentale, en fait une raison technicienne, et l'on retrouverait alors des éléments de la philosophie de Heidegger par exemple. Ils ajoutent « Mais l'esprit ne peut survivre lorsqu'il est défini comme un bien culturel et distribué à des fins de consommation », page 17. Dès lors, on peut avoir le sentiment que, en tant que lecteur, ce n'est pas la raison ou l'esprit le problème, mais la technicisation de la culture et de l'existence entière. Alors pourquoi ne pas avoir dit plus précisément que c'est l'inexorable développement technique qui est totalitaire? Ou le principe de l'économie? Mais les auteurs ne raisonnent pas ainsi et estiment qu'une des caractéristiques de la rationalité a toujours été, dès le début, sa tendance à s'autodétruire, car en tant que fondamentalement dominante, dans sa volonté de domination, elle serait irrationnelle. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Donc à première vue, on a un peu des affirmations sans démonstration convaincante, en tout cas à mon niveau de lecture, sous réserve d'analyse plus approfondie, et on doit alors deviner le raisonnement. Revenant sur le passage qui précède cette histoire, cette histoire de raison dite totalitaire, on trouve bien cette idée de raison calculante, froide et utilitaire. Ils écrivent « Tout ce qui ne se conforme pas aux critères du calcul et de l'utilité suspect la raison ». S'ajoute ensuite à cette pensée instrumentale son application à la société, et là on est d'accord, la raison a toujours sympathisé avec la contrainte sociale, c'est oppressant dans cette application-là. L'unité d'une collectivité manipulée repose sur la négation de l'individu. La thèse se précise donc, c'est la raison instrumentale qui est totalitaire en s'étendant au champ social, on est d'accord, en ce qu'elle manipule et nie l'individualité. Au passage, je remarque que nous ne sommes pas ici dans une anthropologie sociable, collectiviste, où le collectif est la valeur première pour schématiser, mais bien dans une anthropologie libérale, individualiste, où c'est l'individu qui compte.
La société a pour fonction de protéger les droits de l'individu, comme dans les droits de l'homme, ce qui relève d'une constitution, par exemple chez nous à l'esprit libéral anglais. Donc, la thèse de la raison constituante totalitaire s'éloigne encore au profit d'un état culturel et en soi temporaire de la rationalité. Ils écrivent « La raison elle-même n'est plus qu'un auxiliaire de l'appareil économique qui englobe tout ». Donc là, on aurait tendance à se dire « c'est pas la raison le problème, c'est l'économie alors ». Ils devraient le dire explicitement. On voit plus loin. Avec l'extension de l'économie bourgeoise marchande, le sombre horizon du mythe est illuminé par le soleil de la raison calculatrice dont la lumière glacée fait lever la semence de la barbarie. On comprend alors cette idée de dialectique des Lumières, qui d'une émancipation première mène à une nouvelle servitude. Plus loin encore, l'idée d'ingénierie sociale. Les dirigeants, des grands trusts, se présentent comme les ingénieurs de l'histoire universelle. Donc je me dis, on partage bien les mêmes craintes. Et pourtant, il semble que la raison demeure contaminée dès l'origine. Une raison un peu baconienne, si vous voulez. Le savant Francis Bacon, où le savoir fait le pouvoir, et qui a un rapport à la nature excessif, comme on le voit souvent dans les thèses écologistes. Je pense que c'est la raison baconienne qui est le problème. L'idée de soumettre la nature. Je trouve par conséquent qu'il y a une ambiguïté de nos philosophes sociaux entre, premièrement, l'idée d'une critique de la raison en soi instrumentalisante, c'est la première thèse, autodestructrice et irrationnelle par sa volonté de domination, et deuxièmement, la thèse d'une critique de la raison instrumentalisée. Et elle serait instrumentalisée par quoi ? Par le développement technologique, l'économie, la bourgeoisie, le capitalisme et l'industrie culturelle. Ce sont deux thèses un peu différentes et je me demande pourquoi on contamine la raison de ces choses-là. Dans la deuxième digression intitulée « Juliette ou raison et morale », nos philosophes font le lien entre la raison, l'ordre totalitaire, le capitalisme et la figure de Sade, donc bien avant Lâche et monsieur Dany Robert Dufour. On lit en effet, mais l'ordre totalitaire installe le pensée calculateur, dans son plein droit, et s'en tient à la science en tant que telle. Il a pour norme sa propre efficience sanguinaire. La philosophie de la critique de Kant à la généalogie de la morale de Nietzsche l'avait écrit. Un seul homme l'a réalisé jusque dans les moindres détails. L'œuvre du marquis de Sade montre ce qu'est un entendement non dirigé par un autre, c'est-à-dire le sujet bourgeois, libéré de toute tutelle. Ils poursuivent avec l'idée que les patrons des trusts totalitaires, dont la science s'est réduite à l'ensemble des méthodes de reproduction de la société de masse assujettie, eh bien, Sade a été un premier monument à leur sens de la planification. Vers la fin de la digression, on lit les vices privés, chez Sade comme chez Mandeville. Moi aussi, Mandeville, je l'avais jugé très important. Comme Monsieur Dufour, il y a quelque chose avec Mandeville qui se passe en termes de révolution morale dans l'esprit du libéralisme. Eh bien, comme chez Mandeville, sont l'historiographie anticipée des vertus publiques de l'ère totalitaire. Chez Mandeville, c'est ça. Les vices privés font la prospérité publique avec la fable des abeilles. C'est vraiment à lire aussi. Ce serait adapté aussi dans le traitement du sujet qui nous intéresse ici. Puisqu'il y a la construction de la personnalité libérale, on pourrait dire. Un libéral, il faudra que je dise 2-3 choses. Il y a plusieurs façons de l'entendre. En tout cas, on pense à Mandeville quand on dit ça. La notion aussi d'industrie culturelle vient d'Adorno et Horkheimer. Il s'agit pour eux d'attirer l'attention sur les dangers inhérents à l'instrumentalisation de la culture de masse par les grands médias et autres grands groupes. La théorie de l'industrialisation et de la production culturelle a été élaborée dans ce livre, dans le chapitre « La production industrielle des biens culturels, raison et mystification des masses ». Il s'étend de la page 129 à 176 dans notre édition. La thèse est que le monde entier est désormais structuré, donc éduqué par l'industrie culturelle, par les moyens du cinéma, de la radio, de la presse, de la télévision. Or, cette industrie ne tend non pas à l'émancipation ou à la libération de l'individu, mais bien au contraire à une uniformisation de ses modes de vie, et à la domination d'une logique économique et autoritaire. C'est en cela que l'industrie culturelle participe d'un mouvement inverse de celui des Lumières. Son emprise autoritaire passe par une même propagande, celle du divertissement. Et oui, on nous éduque dans le divertissement. Ainsi, l'individu est discipliné par l'industrie culturelle. Les individus sont imprégnés jusque dans leur langage, dans leurs gestes, dans leurs émotions les plus intimes par le pouvoir de l'industrie culturelle. La formation des subjectivités passe alors d'emblée par le système capitaliste. Ils écrivent « La violence de la société industrielle s'est installée dans l'esprit des hommes. Les producteurs de l'industrie culturelle peuvent compter sur le fait que même le consommateur distrait absorbera alertement tout ce qui lui est proposé. Car chacun de leurs produits est un modèle du mécanisme gigantesque de l'économie,
qui tient au départ tout le monde sous pression, durant le travail et durant les moments de loisirs, qui ressemblent à ce travail. Immanquablement, chaque manifestation de l'industrie culturelle reproduit les hommes tels que les a modelés cette industrie dans son ensemble. Et tous les agents de ce processus, du producteur aux associations féminines, veillent à ce que la simple reproduction de cet état mental ne soit en aucune manière plus nuancée et développée. La production capitaliste les enserre, on parle des consommateurs, corps et âme. Si bien que, sans opposer la moindre résistance, ils sont la proie de tout ce qui leur est offert. De même que les hommes assujettis prirent toujours plus au sérieux que leur seigneur la morale qui leur venait de ceux-ci, de même les masses dupées d'aujourd'hui, subissent plus fortement que ceux qui ont réussi le mythe du succès. Elles désirent ce qu'ils ont et insistent obstinément sur l'idéologie au moyen de laquelle on les a servis. L'attachement funeste du peuple pour le mal qu'on lui fait va même au-devant de l'astuce des autorités. La supercherie ne réside pas dans le fait que l'industrie culturelle propose de l'amusement, mais dans le fait qu'elle gâche tout plaisir en permettant aux considérations d'ordre matériel et commercial d'investir les clichés idéologiques d'une culture en plein processus d'auto-liquidation. L'ennemi que l'on combat, le sujet pensant, est en fait déjà vaincu. Ainsi, la crise de l'éducation ou de la culture est une chose relative. Cette crise, on la ressent en tant que parent ou en tant qu'éducateur, certes. Mais en prenant le point de vue de celui qui éduque vraiment, à savoir l'industrie culturelle, alors il est possible de dire que l'éducation a pleinement réussi. Les enfants et les adultes sont bien éduqués, respectent et suivent les nouvelles puissances normatives. L'ordre économique nous éduque activement, et malgré sa grande diversité, quelques convergences peuvent être détectées. Je ne développe pas plus la dialectique de la raison, j'ai pas tout à fait terminé le livre, je suis pas tout à fait à l'aise pour entrer dans une analyse et une évaluation plus avancée, j'ai exprimé quelques doutes, quelques craintes, et aussi quelques éléments d'admiration pour leur vue en 1944. Et donc, ils sont évidemment à mentionner, c'est un livre important. Bien, on peut passer à Adorno en 1950, en plein dans notre sujet, avec l'étude de la personnalité autoritaire. Dans notre édition française, qui est amputée, où il n'y a que les écrits d'Adorno, est d'emblée annoncé que l'objet du livre vise à découvrir les soubassements de la personnalité de l'individu, entre guillemets potentiellement fasciste, particulièrement réceptif à la propagande antidémocratique, et ce, avec une attention particulière à l'égard de l'antisémitisme. Adorno écrit « La connaissance des forces de la personnalité qui favorisent son acceptation peut, en dernière analyse, se révéler utile pour la combattre. » On retrouve ensuite l'idée selon laquelle l'idéologie aurait pour fonction de répondre aux besoins de la personnalité, Fromm en avait aussi parlé. Et Adorno écrit « Ces idéologies présentent pour des individus différents des degrés différents d'attraction, variables selon les besoins individuels et le degré selon lequel ces besoins ont été satisfaits ou frustrés. » Page 9. Plus loin, « Dès lors qu'on admet que les opinions, attitudes et valeurs dépendent des besoins humains, et que la personnalité est essentiellement une organisation de moyens, alors la personnalité peut être considérée comme un déterminant des préférences idéologiques. Selon la présente théorie, les effets des forces de l'environnement sur la constitution de la personnalité sont en général d'autant plus profonds qu'elles exercent très tôt leur influence sur l'histoire de la vie de l'individu. Les influences principales sur le développement de la personnalité surgissent au cours de l'éducation de l'enfant, dans l'ambiance de la vie familiale. Ce qui se produit alors est profondément influencé par les facteurs économiques et sociaux. Non seulement chaque famille qui tente d'élever ses enfants se conforme au mode des groupes sociaux, mais des facteurs brutalement économiques affectent en outre directement le comportement des parents à l'égard de leurs enfants. Cela signifie que de vastes changements affectant les conditions sociales et les institutions auront une influence directe sur les types de personnalités qui se développent à l'intérieur d'une société, dit-il, page 14. On est dans le freudo-marxisme, on est dans la considération aussi de comment se rendre maître de la société. Il ne s'agit donc pas de modifier la société en passant par la conscience, vous l'avez compris, mais de modifier la conscience en passant par l'infrastructure de la société. Marx ne disait-il pas que la conscience est d'emblée un produit social ? Plus loin, Adorno, conscient de l'aspect gênant de manipulation qui semble clairement à l'œuvre, écrit « Les auteurs du présent volume pensent qu'il revient à la population de décider si ce pays deviendra ou non un pays fasciste. Ils considèrent que la connaissance de la nature et de l'extension des potentiels antidémocratiques indiquera des programmes en vue de l'action démocratique. Mais ils ajoutent, ces programmes ne devront pas se limiter aux instruments destinés à manipuler les gens pour qu'ils se comportent de manière plus démocratique. Mais ils devront se consacrer à augmenter le genre de conscience de soi et d'autodétermination qui rend toutes sortes de manipulations impossibles,
Quant à l'aspect méthodologique, le problème consiste aussi à obtenir des informations sur la personnalité des différents interlocuteurs, susceptibles de s'auto-censurer. Je renvoie ici aux vidéos d'Horizon Gull, très bien faites. Et je fais seulement remarquer la question de l'échantillon qui m'avait un peu étonné, parce qu'ils disent à la page 41, on a évité les groupes au sein desquels des représentants de minorités étaient majoritaires. Et lorsque les membres de groupes minoritaires appartenaient à une organisation qui participait à la recherche, leur questionnaire a été exclu des calculs. Donc j'ai l'impression que c'est un peu dommage, parce que la question de l'ethnocentrisme et du potentiel fasciste des minorités, c'est annulé. Ce qui est regrettable, parce que dans l'analyse des causes de l'ethnocentrisme, c'est bien de prendre tout le monde, pour avoir une vue claire. Au chapitre 17, l'auteur émet quelques difficultés dans l'analyse des données en mentionnant que très probablement soit à l'œuvre un autre déterminant qui, dans de nombreux cas, brouille la distinction entre sujet à score haut et sujet à score bas et se prête pas à un énoncé univoque en termes de personnalité. Et pour lui, ce déterminant, c'est le climat culturel général, l'influence idéologique qu'ont sur les gens, dit-il, la majeure partie des médias qui veulent modeler l'opinion publique. Et il écrit, donc page 225-226, que nos données nous fournissent largement la preuve de l'existence réelle d'un tel modèle idéologique global. Mais pour finir, le point important, c'est que la considération de la structure familiale, elle est encore une fois mise en avant. Et il écrit, page 435, que les facteurs les plus puissants engendrant dans ce cas un sujet à basse Corse sont l'ouverture d'esprit de ses parents et le grand amour que la mère du sujet a porté à tous ses enfants. Si l'on peut généraliser cette affirmation et en tirer des conséquences pour les sujets au score, nous pouvons postuler que la signification croissante du caractère fasciste dépend largement de changements fondamentaux qui doivent être apportés à la structure même de la famille. Donc voilà, chez Adorno comme chez Reich, il y a toujours cette idée de on va déstructurer la famille pour la rendre compatible avec telle ou telle philosophie ou telle idéologie. C'est ce que j'entends par aussi ingénierie sociale. Et c'est quelque chose qui fait réfléchir, mais dont on doit probablement être conscient. Donc l'aspect ingénierie sociale, je le disais, semble assez évident. Et je trouve le passage de la page 22 assez étrange, sur cette manipulation qui semble gêner les auteurs, mais pourtant ils travaillent pour. Et il y a un sentiment d'inquiétude qui émerge assez spontanément de ce travail de l'école de Francfort. Et il est rassurant de retrouver cette inquiétude chez d'autres. Par exemple, dans la troisième partie de Conditions de l'éducation de Blé, Gaucher et Otavi, fin aux métamorphoses de l'autorité qui s'étend sur les pages 135 et 200 à 212, bien ils estiment que cette étude fait ressortir les méfaits d'une prime éducation répressive qui produit des individus à la fois soumis et sadiques, aussi disposés à une obéissance pathologique qu'animée par une agressivité destructrice. Les conséquences du dévoilement de ce potentiel fasciste vont très loin puisqu'elles mettent en cause la famille et au-delà l'école. Donc c'est vraiment... vous comprenez, si ces thèses sont gênantes, c'est parce que c'est l'ingérence et le consentement qui posent problème. L'autorité doit être bannie non seulement du rapport pédagogique, ça, on est beaucoup à en subir les frais, mais de la relation éducative en général, en commençant par la relation parent-enfant, l'enfant chef de famille. L'autoritarisme patriarcal étant visé au premier chef. Et cela en fonction d'un impératif civique, c'est soi-disant la démocratie. Mais vous comprenez, ces idées délirantes, en fait, elles sont sourcées dans ce courant du freudo-marxisme de l'école de Francfort. L'autorité c'est fasciste, vous voyez, c'est une idée délirante, d'accord, mais non, voilà d'où ça vient. Donc c'est l'intérêt supérieur de la communauté des citoyens qui le demande. La démocratie exige, pour bien fonctionner, un type de personnalité indépendante et ouverte qui ne peut s'épanouir dans un climat punitif, balisé par l'interdit et l'obligation. Sans doute, ce souci politique s'est-il progressivement estompé avec l'éloignement de la menace totalitaire. Il n'empêche que la matrice intellectuelle, nous disent les auteurs, est demeurée la même. Il est acquis, pour le nouveau sens commun psychologique, que l'exercice de l'autorité comporte un péril majeur pour l'épanouissement de la personnalité. J'ai envie de dire, il y a des psychologues et des sensibilités différentes sur le sujet. Moi, quand je parle avec des éducateurs ou des gens qui font un peu de la psychologie, la nécessité de structures contenantes, pour eux, ça pose pas question, c'est nécessaire. Dans l'éducation nationale, j'ai l'impression que c'est plus difficile à entendre. Et je termine, il est de nature à étouffer sous le poids de la contrainte extérieure l'estime de soi, indispensable à la conduite d'une vie réussie. Les auteurs font alors remarquer, un peu plus loin, que nos sociétés continuent de fonctionner à l'autorité, pour le meilleur et pour le pire. Sans plus de culte de l'autorité pour les justifier, les pratiques d'autorité n'en prospèrent pas moins. Car en cessant d'être avouée et révérée, l'autorité a pris à l'occasion des formes camouflées et perverses, encore plus pénibles à subir que leurs devancières. Ces dévoiements
sont la contrepartie d'un rôle indispensable et positif que continue de jouer l'autorité, même lorsqu'elle cesse d'être assumée et célébrée. Félicitons-nous de pouvoir compter sur elle. Il n'est que d'imaginer une société où elle n'existerait pas, où il n'y aurait plus que de la force et du droit, de la contrainte physique et légale pour se convaincre du cauchemar qu'elle nous épargne. Et quelques esquisses qui nous permettent d'entrevoir ce que serait un tel monde ne donnent pas envie d'en être. Halali, qui lui a fait une thèse sur le freudo-marxisme, et donc il faut lire, a fait aussi remarquer la possible perversion à l'œuvre dans ses théories supposées émancipatrices. Il écrit à la page 244 de son livre de 2017 « Le freudo-marxisme, en invitant à se débarrasser du surmoi, c'est aussi mon sentiment, fait aussi l'impasse sur le principe de réalité. Les théoriciens du freudo-marxisme sont passés à côté de l'évidence de la dimension mortifère d'un désir livré à lui-même. En outre, la jouissance débridée, son versant individualiste, s'avère être le moteur de la société de consommation et du libéralisme, dans ce qu'il peut avoir de plus inquiétant. Le désir débridé dont Reich fait l'apologie est au cœur du modèle social que le freudo-marxisme était censé combattre. Et oui, avec Halali, et d'autres aussi qui ont fait des articles dessus. On se demande parfois si c'est freudo-marxisme ou freudo-libéralisme. Et de même, Danny Robert Dufour estime que ces théories sont perverses. Bien, poursuivons. J'ai décidé de passer sur Marcuse. J'ai lu Eros et Civilisation unidimensionnelle, mais bon, disons que c'est un auteur qui est bien connu. J'avance un peu dans le temps, et avant de terminer par Fromm lui-même, je voulais mentionner un passage d'un auteur qui semble aussi important dans cette ingénierie psychosociale libérale qui nous pousse finalement à mélanger et psychologie et politique, et aussi cette logique économique dans laquelle nous vivons. Donc Stuart Ewen, par rapport à la nouvelle culture de la consommation et la personnalité qui va avec, il écrit « La crise de la famille n'a pas cessé d'évoluer depuis les débuts de l'industrialisme. Elle était aussi douloureusement ressentie à cette époque qu'aujourd'hui. Certains en particulier parmi les socialistes et les féministes pensaient que la disparition d'un mode de production fondé sur la famille, ou sur un groupe restreint, était l'indice d'une possible libération de la servitude patriarcale. Les hommes d'affaires, comme les anarchistes, avaient intérêt à ce que disparaisse le pouvoir des pères. Cependant, la convergence s'arrêtait là. Pour quelqu'un comme Dell, l'âge de la machine devait ouvrir l'ère de l'amour romantique, d'une sexualité libérée des contraintes de la nécessité. Pour un industriel américain, l'attitude romantique et antipatriarcale était un outil de tout premier ordre pour remplacer la légitimité sociale des interdits familiaux par celle des grandes sociétés anonymes. Plus loin, si les parents voyaient des objections à ce transfert d'autorité, c'était à travers l'enfant dépeint comme consommateur total que les publicitaires, aussi bien que les idéologies de la consommation, espéraient devenir maîtres de l'avenir. Et on sait bien que l'enfant est souvent la cible du marketing. Il y est moins imperméable. Et donc ensuite, c'est l'enfant fait pression sur les parents. L'univers des grandes firmes américaines avait commencé à se considérer comme notre père à tous. Donc en effet, il y a les actions de l'État et il y a aussi l'action de la corporatocratie. J'en viens à Erich Fromm pour terminer cette quatrième partie avec sa conférence de 1975 que j'ai pu retrouver grâce à un article. Cet article, c'est celui de Charles Boyer, du freudo-marxisme au freudo-libéralisme. Article intéressant, je recommande sa lecture, je le mets en description. Donc on termine de manière adaptée cette quatrième partie avec Fromm, l'importance de la psychanalyse pour l'avenir. Et certains éléments répondent aux problèmes que nous tentons de comprendre ici. On lit par exemple, assez tôt dans la conférence, que pour Freud, une société non autoritaire était impensable, et que cela exprime la limitation de sa pensée, mais qu'au moins lui croyait en la force de la raison. Parce qu'il mentionne que dès son époque déjà, les gens certains psychologues semblent ne plus croire en la science. Et il a insisté sur cette destruction de la rationalité elle-même. Plus loin, dans la sous-partie « La fin du refoulement de la sexualité et les problèmes refoulés du présent », Fromm explique qu'aujourd'hui, le refoulement de la sexualité n'est plus un grand problème. Avec les comportements de consommation générale, la sexualité aussi a été librement livrée à la consommation. Il y a aujourd'hui consommation de sexualité comme il y a consommation de cigarettes, d'alcool et de drogue.
L'étendue de la consommation sexuelle va, tout comme pour la boisson, d'une consommation sexuelle compulsive jusqu'à une consommation sexuelle tout à fait normale et agréable, qui n'est plus une expérience très profonde. Pour les humains d'aujourd'hui, la sexualité a perdu le tabou d'actes coupables, de sorte qu'elle n'est plus refoulée. On retrouve un passage où Fromm nous parle de Reich, et il dit que Reich avait cru que si la jeune génération rejetait le tabou de la sexualité, alors tous les jeunes deviendraient des révolutionnaires. Et Fromm nous dit, je me souviens de la dernière discussion que j'ai eue avec lui. Et il contrait sa thèse, il lui a dit, mais cher Willy, je crois que, sous-entendu, si la jeunesse se libère les dimanches de son tabou sexuel, nous n'irons plus coller des affiches le dimanche, mais nous resterons à la maison ou ailleurs, mais leur libération n'aboutira à aucun acte révolutionnaire. Reich ne m'a pas cru, parce qu'il s'en tenait à l'ancienne représentation selon laquelle les réactionnaires, les conservateurs, sont contre la libération de la sexualité, de sorte que ce serait révolutionnaire d'être pour la libération de la sexualité. Et Fromm ajoute, mais les nazis déjà n'étaient pas pour la répression de la sexualité, et la société de consommation actuelle l'est encore moins. La société de consommation actuelle n'a d'ailleurs pas besoin de recourir au refoulement de la sexualité comme moyen de domination. Elle s'est créée d'autres possibilités pour exploiter les humains. Elle n'a plus besoin d'autorité pour dire ce que l'homme doit faire et ce dont il doit s'abstenir, et ce qui se passe s'il contrevient l'autorité. À la place, elle a créé l'autorité anonyme du groupe, de la bureaucratie, de l'adaptation à ce que tout le monde fait, la règle de fonctionnement. Dans la société de consommation, la satisfaction sexuelle devient elle-même une structure manipulée des loisirs, comme toute la structure des loisirs humains est aujourd'hui manipulée. Voilà, Fromm, il n'a pas de problème avec le conspirationnisme, je veux dire, ça lui pose aucun problème. C'est vrai que, oui, on pourrait dire qu'il y a un fascisme autoritaire, mais rien ne nous empêche d'avoir affaire à un fascisme de la séduction, ou je ne sais pas quel serait le terme le plus adapté. Il y a plusieurs manières de manipuler les peuples, en effet. Plus loin, on nous dit que l'homme d'aujourd'hui a la conscience de sa liberté, mais en réalité il n'est pas libre et il est manipulé. Il a la conscience d'être honnête, mais en réalité il participe à une tromperie générale dans tous les domaines. Dans le domaine des idées, de l'art, de la littérature, de la vie quotidienne, des relations humaines, de la politique. Mais consciemment il se croit honnête. Les contradictions énumérées sont les contradictions dont souffrent les humains. Elles sont refoulées. Et même souvent aujourd'hui, des vétilles et des bagatelles sont gonflées en conflits importants pour n'avoir pas à avoir les conflits effectivement importants. Et pour terminer, lisons la fin de cette conférence. Pour moi, dit Fromm, l'avenir de l'analyse serait qu'elle redevienne une théorie critique, en aidant à éclairer les refoulements décisifs chez les individus et la société, clarifier les contradictions et démystifier les idéologies, en montrant que ce que Freud a appelé malaise dans la civilisation est déjà en réalité une pathologie de la société cybernétique. Société cybernétique, c'est le courant qui a précédé la conférence Macy, je crois, cette idée d'une organisation scientifique de la société humaine. Donc encore, il faut aussi regarder ce courant. Je mentionnerai peut-être en description un monsieur qui a fait sa thèse dessus. Si la psychanalyse ose toucher à ces conflits centraux actuels, alors elle redeviendra certes impopulaire et sera combattue comme elle l'a été autrefois lorsqu'elle était une théorie critique. Cela montrera aussi si elle est sur le bon chemin, comme toute science, productive et créative. J'en ai terminé et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.